شنو ايه وين الاخضر الازرق وين هذا هذا المسبح Il nous apprenait comment faire marcher les ceintures d'explosifs. Il nous montrait comment on déclenche en appuyant sur le bouton rouge. Comme ça. Si jamais on se faisait arrêter en terre de mécréants. Moi, ils m'ont appris ça pendant 2 jours. Et puis ils m'ont emmené. Ils m'ont montré où je devais me faire exploser. هاي ضربة الدبابة هذا داعش هذا مقر داعش الطيارة يضرب سلم سلم مرض داعش مرض داعش أنا أساس هم أنا وصلت المرحلة. Moi aussi, je suis allée très loin dans la formation. Moi aussi, ils m'ont montré l'endroit où je devais me faire exploser. Ils disaient, Dieu acceptera ton martyre et tu iras au paradis. Et là-haut, tu retrouveras tes parents et tu auras tout ce que tu veux. Ils nous disaient qu'on aurait même de l'argent pour se faire exploser et que là-haut, on aurait des jouets, des voitures et des ordinateurs au paradis. Tout ce qu'on veut. Et il disait aussi, et tu rencontreras aussi tes parents au paradis. Tout ce que tu veux, Dieu te le donnera. Je m'appelle Moussa, j'ai 12 ans. Moi, c'est Youssef, j'ai 9 ans. On est frères. Je m'appelle Kaswara. J'ai 16 ans. Je viens de Syrie, de Raqqa. J'étais membre de l'État islamique. Je les ai rejoints, j'avais 14 ans. Là, c'est l'Acropole. C'est très joli. Ici, c'est Omonia. Et là, Sindarma. Et moi, j'aime bien Monastiraki. J'y vais souvent. Et là-bas, c'est Héliopolis. Je suis arrivé en Grèce en février 2016. Je suis venu ici pour recommencer une nouvelle vie, pour fuir la guerre et Daesh. Là-bas, tu marchais dans la rue et tu trouvais des pancartes qui parlaient du djihad. Tu te promenais dans les parcs, on te parlait de djihad. Partout, on te parlait du djihad. Tous mes copains avaient déjà rejoint l'État islamique. Moi aussi, j'étais convaincu.
Alors je les ai rejoints. Il y a des camps d'entraînement spécialement pour les mineurs. L'âge limite, c'est 16 ans. On les appelle Ashbal. Ashbal, les lions califat. Nous, on était le groupe des nettoyeurs. Quand Daesh prend une région et qu'ils continuent leur progression, on arrive derrière eux pour sécuriser le secteur. Nous, on vient pour nettoyer la région. Nettoyer, ça veut dire égorger ceux qui appartiennent à l'autre camp et qui se cachent. On met le feu au magasin d'alcool et on les détruit. C'était ça notre mission. Et puis j'ai demandé à devenir agent de renseignement. Ils ont accepté. Je leur ai été très utile. D'abord à cause de mon âge. Je ressemble à n'importe quel autre gamin. Quand ils voulaient capturer quelqu'un, c'est moi qu'ils envoyaient en priorité. Avec un autre garçon. Un autre garçon m'accompagnait et c'était grâce à nous qu'ils arrêtaient le plus de monde. Même entre nous, on ne connaissait pas nos noms. On portait une cagoule 24 heures sur 24, pendant les horaires de travail et tout le temps. Entre nous, on s'appelait Abou Shlash, pour tout le monde. Personne ne devait connaître notre identité. La plupart du temps, notre travail consistait à piéger les gens, comme on dit. Piéger des gens, comme par exemple les trafiquants de cigarettes. Si Daesh avait un doute sur quelqu'un, on surveillait tout ce qu'il faisait. On surveillait ses va-et-vient. Notre boulot consistait à faire des perquisitions et à arrêter des gens. C'est quoi la pire chose que tu aies faite? Égorger des gens. Égorger une personne. Et tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. Des gens qui ont été égorgés à cause de moi. Un type de ma région a été décapité par l'État islamique à cause de moi. Des gens ont eu les mains amputées à cause de moi. Tu penses que c'est une vie d'enfant que tu as vécue? Non, j'aurais dû avoir une autre vie. Ça fait presque 3 ans. C'est pas une vie.
Au début, j'étais très content d'être avec eux. Ils nous donnaient plein de petits cadeaux. Ils nous faisaient faire des tours en voiture. Ils disaient qu'ils pouvaient nous amener où on voulait. On les aimait. Ils nous ramenaient chez nous et ils nous donnaient de l'argent de poche. C'était du lavage de cerveau. En fait, ils nous donnaient de l'argent et ils nous emmenaient en balade et puis ils nous ramenaient chez nous. Des fois, ils nous amenaient à la mosquée. Ils nous habillaient en blanc. Après la prière, ils fermaient la mosquée et ils rassemblaient les enfants. Ils nous amenaient des fusils. Il y avait un bouton avec un ressort. Il faut appuyer dessus et tirer le machin. Il y a un bouton qui ouvre tout ça. Et ils nous disaient, toi tu le fais bien. Ils nous encourageaient. Puis les grands, ils nous emmenaient au village et on s'entraînait à tirer sur des cibles. Et celui qui réussissait pas, il le sortait du groupe. Moi, ce que je préférais, c'était l'entraînement. Courir avec le fusil et me jeter par terre. Plus tard, j'ai été transférée à Tabqa. J'y suis restée 6 ou 7 mois. C'était un endroit secret, juste pour les enfants. Même les avions ne pouvaient pas le repérer. C'était top secret. J'ai prêté allégeance, mais après j'ai commencé à pleurer et je voulais rentrer à la maison. Ils m'ont pas laissé partir. Ils nous ont entraînés à nager, au démontage des armes. On a continué à faire tous ces entraînements à Tabqa. Après, ils m'ont dit que j'allais mettre une ceinture d'explosifs pour me faire sauter. Il y avait combien d'enfants dans ce centre? Environ 100, peut-être 150. Ils avaient entre 6 et 10 ans. بس انه اشتغل بين الوجه هيك يوسف وموسى طبعا بتعرف معنا Le problème de Youssef et Moussa, c'est que leur père ne prend pas soin d'eux. ما ينتبه عليهم Et depuis qu'ils sont tout petits, ils sont chez moi. عندي يعني مثل ما يقول هذول ستنا هم Ils sont comme mes enfants. الاولاد يعني صهيب Je m'appelle Souhaib Derry, de Deir ez-Zor. Je suis un membre de l'armée libre. Je combats Daesh. قاتل داعش سمعت انهم J'ai appris que Daesh les attirait à la mosquée et leur enseignait la charia. À cette époque, Daesh commençait à former une génération d'enfants tueurs. C'est pour ça que je les ai fait sortir. Maintenant, je prends soin d'eux et j'essaye de leur faire oublier tout ce que Daesh leur a fait subir. Les enfants leur sont très utiles, bien plus qu'un adulte de 20, 25 ou 30 ans, qui lui sait à qui il a affaire. Ils se servent d'enfants d'à peine 4 ou 5 ans pour tuer des gens. Cette génération, c'est la génération de l'après-Daesh. La génération des enfants qui prendra le relais après l'effondrement de Daesh. Quand Daesh disparaîtra, ces enfants seront toujours là pour reconstruire l'État islamique. Regarde, c'est un des crimes de Daesh. Cet enfant, il a 4 ans. Il est de Deir ez-Zor. Il s'apprête à tuer un homme.
qui n'a même pas 30 ans. 30 سنة. عمره 4 سنين. Il a 4 ans. أقتله، مستعد أقتل الطفل هذا. Cet enfant-là, je le croise, je le tue. Je tue son père, toute sa famille. لأنه هاي الجريمة. هذا الطفل اللي يكبر Cet enfant, s'il grandit, il causera beaucoup de problèmes. مشاكل كثير. راح يدرب Cet enfant-là, هو الطفل هذا. il va entraîner d'autres enfants. مثل إنه بكرة يطلع À 10 ou 11 ans, ce sera un maître. يصير عمره 10 سنين يجي على السنة. Il va entraîner des enfants à faire pareil. أطفال. Et c'est là le plus gros problème. هذا وهذا هو الأكبر. Si cet enfant est capturé et tué, c'est mieux que de le laisser en vie. أحسن أولى مما ينتهي. Il ne faut pas dire que c'est juste un enfant. Il ne peut pas être épargné. Il faut qu'il soit tué. لازم ينقتل. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. 4 ans que les enfants sont dans les rangs de Daesh. Encore 2 ans comme ça, et les enfants syriens de Daesh seront une vraie menace pour le monde entier. خطر على العالم كله. Je m'appelle Omar. Je suis de Deir ez-Zor. J'étais professeur pour l'État islamique. Leur objectif n'était pas de les éduquer, mais de former une génération de combattants, en Syrie et à l'étranger. Ils leur implantent cette idée depuis l'enfance. Les membres de l'État islamique ont marginalisé toutes les matières. Ils ont mis de côté la langue arabe, les mathématiques et l'anglais. Ils se sont concentrés uniquement sur la religion. Il y avait aussi les vidéos de la propagande et la radio de l'État islamique. Tout était réuni pour les exciter, sans compter la drogue. Mais le plus important, c'était la propagande. Ils installaient des écrans partout pour y diffuser des chansons stimulantes. Tout cela les influençait beaucoup. Alors les enfants étaient toujours plus nombreux. Les camps étaient pleins à craquer. Il n'y avait quasiment plus de place, tellement il y avait de monde. Et encore aujourd'hui, ils sont toujours aussi nombreux à y aller. Peu à peu, les scènes de tuerie se sont imprimées dans l'esprit des enfants. C'est devenu banal. Ils ne ressentent plus rien. Ils n'ont plus peur de rien. À force de voir des choses insoutenables, ils se sont habitués. Je m'appelle Abou Fourat, j'étais professeur à Deir ez-Zor. Je suis en Turquie depuis 1 an.
En arrivant, Daesh a mis la main sur toutes les écoles. Leur programme scolaire contenait à peine 20 pages pour le CM1 et pareil pour le CM2. Pour apprendre à compter, ils utilisaient des photos de bombes, de pistolets et de balles, ce genre de choses. Au début, un responsable de l'éducation de l'État islamique est venu nous voir et il nous a dit « Montrez-moi un peu ce que vous apprenez aux enfants ». On lui a montré notre manuel. C'était le programme officiel syrien. Il a regardé le chapitre sur les insectes et il s'est moqué de nous. Il nous a dit « Mais pourquoi vous apprenez ça aux enfants ? Emmenez-les plutôt au laboratoire de Daesh pour fabriquer des explosifs. Ils apprendront à fabriquer des bombes. » Mais on a continué à travailler comme si de rien n'était. J'ai dit à mes collègues, tant qu'on n'est pas mort, on continue. Pour ma part, j'ai tout fait pour attirer les enfants à l'école. On les emmenait jouer au football ou se baigner au fleuve. N'importe quoi, pourvu qu'ils ne se retrouvent pas seuls avec Daesh et ses recruteurs d'enfants. Daesh autorise le football. Mais oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote très drôle. Un jour, une équipe de Daesh est venue jouer avec nous. Il y avait un arbitre qui utilisait un sifflet. L'un des jeunes de Daesh lui a dit « C'est interdit de siffler. C'est péché, c'est haram. » On a dû continuer à jouer. Et puis, quelqu'un d'autre a commis une faute cette fois. Et l'autre a dit « Vous ne jouez pas avec les règles de Dieu. » On leur a demandé « Mais comment il faut faire alors ?» Et l'autre a répondu « Il faut jouer selon la loi du talion. C'est œil pour œil, tacle pour tacle. » J'ai commencé à avoir peur pour les enfants. Alors, j'ai eu l'idée de faire un nouveau terrain de foot pour préserver les enfants, pour les éloigner des hommes de Daesh parce qu'ils devenaient de plus en plus extrémistes. La Hijba, la police islamique, éloignait les parents. La ville était devenue une ville fantôme. Dans les rues, il n'y avait plus ni hommes, ni femmes. Les gens restaient chez eux, ils n'osaient plus sortir. Il ne restait que les enfants dans les rues. Et cette idée, c'est une idée très forte. Avec cette méthode, les enfants se retrouvent au contact direct de Daesh. Ils ont fini par m'interdire d'enseigner. Et après mon départ, j'ai appris que de nombreux enfants avaient été recrutés par Daesh. Ces enfants, ce sont avant tout des victimes du terrorisme, des victimes de Daesh, des victimes du régime, des victimes de la guerre en Syrie.
Il s'agit d'une séance de prêche que Daesh organise. Des séances comme ça, ils en organisaient toutes les semaines sous des tentes. Ils organisaient aussi des concours pour les enfants. Ils les attiraient avec des jeux et des distributions de cadeaux, des choses comme ça. Et tous les enfants y allaient. Ça se passait à 2 pas de chez nous, de notre maison. Alors forcément, mes frères, Bachir et Abdelkarim, ils y allaient pour s'occuper, parce qu'ils étaient tout seuls. Je m'appelle Ryan, je viens de Deir ez-Zor. J'ai 24 ans, je vis en Allemagne depuis 2 ans. J'ai 2 frères qui vivent toujours à Deir ez-Zor. Bachir qui a 10 ans et Abdelkarim, 9 ans. Une des raisons pour lesquelles mes frères, Bachir et Abdelkarim, ont rejoint l'État islamique, c'est qu'ils étaient tout seuls à la maison, sans personne pour les encadrer. Et puis Daesh a enlevé toutes les télévisions. Ça, c'est un point vraiment important. Il n'y avait ni télévision ni antenne parabolique. Alors forcément, ils ont commencé à s'intéresser à la propagande de l'État islamique. Et puis, toutes les écoles étaient fermées. Je leur envoyais de l'argent pour acheter un ordinateur, pour qu'ils jouent à Counter-Strike par exemple, qu'ils s'amusent. Tu sais, les enfants sont accros à ça, ils adorent ce genre de jeu. Et moi, je cherchais quelque chose qui les occupe, pour qu'ils restent devant l'ordinateur. Alors je leur ai envoyé de l'argent pour un ordinateur et un générateur d'électricité. Mais ils ont utilisé l'ordinateur pour regarder les films de propagande de Daesh. J'ai des vidéos que je peux te faire voir. Regarde. Là, c'est l'ordinateur qu'ils ont acheté avec l'argent que j'ai envoyé. Ils devaient s'en servir pour s'amuser avec les jeux vidéo. C'est ma mère qui filme. Elle veut me montrer qu'ils utilisent l'ordinateur pour regarder la propagande de Daesh. Tu vois, ils sont devant une vidéo de Daesh. Et même le petit dernier, là, il regarde avec eux. Ils passent leur temps à ça.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أحد جنود الدولة الإسلامية تم أسره في مطار دير الزر العسكري ولله الحمد. سوف نقص أحد المرتدين ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Tu vois, ce sont mes petits frères qui jouent. Abdelkarim, Bachir, il y a même le petit dernier. Quand je vois ça, j'ai pas... Je trouve pas les mots. Je suis paralysé. Eux, ils sont à Deir ez-Zor. Daesh leur fait du lavage de cerveau. Et moi, je suis coincé ici, enchaîné. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc terrible. Je ressentais plus rien. Depuis, j'essaye de les faire sortir parce que je sais ce qui va leur arriver. Maintenant, je m'attends au pire. Moi, je me sentais petit, mais eux, ils me disaient que j'étais assez grand pour prêter allégeance. Moi, ils me disaient que j'avais 14 ans, alors que j'avais juste 8 ans ou 8 ans et demi. Ma mère me disait que j'étais encore petit et qu'elle n'aimait pas l'État islamique. Elle me disait que c'était des menteurs. Elle me disait, tu verras ce qu'ils vont faire de toi. Ce sont des menteurs, ils veulent te laver le cerveau. Ils prenaient les enfants de force aux parents. Quand un père venait réclamer son fils, il lui disait qu'il devait lui aussi rejoindre l'État islamique. Il lui demandait combien de coups de fouet tu veux. Il avait le choix entre 40 ou 50 coups de fouet. Alors il choisissait les 40 coups de fouet. Et on lui disait, tu vas voir ce qui va t'arriver si tu reviens. Alors il revenait pas. Un jour, on est venu, mais il n'y avait pas cours. Ils nous ont dit qu'on allait assister à une punition, celle d'un voleur, et ils l'ont tué, lui et son frère. Ils les attachaient comme ça, ils leur mettaient un masque, ils baissaient leurs vêtements sur les épaules, ils étaient anesthésiés pour qu'ils résistent pas. Et là, le gros bourreau, il arrive avec son sabre. Il marche, il marche, il marche. Il crie « Dieu est grand !» et il lui coupe la tête. Ou alors il prend un couteau, il le prend là et le baisse. Au nom de l'État islamique, et il lui coupait la tête. Puis il prenait la tête et il la jetait dans la voiture. Et puis le corps se mettait à trembler comme ça. Je jure, j'ai tout vu de mes propres yeux. Je jure, j'ai tout vu. Maintenant, je suis angoissée. Quand mes parents me font à manger, j'ai plus d'appétit. J'ai tout le temps la nausée. Je supporte pas de voir ça. Ça me donne des cauchemars. سل السيوف والخناجر سل السيوف والخناجر أخي أنت مقبل
أخي أنت مقبل على المرتد والكافر سل السيوف سل السيوف وسلوا الخناجر بالدقمة هيا تقدموا تقدموا بحزامنا عندي حزام الناس فيه وأنسفوا بالطاغية. اسمي محمد. Je m'appelle Mohamed. Mon surnom c'est Abou Al-Abbas Al-Rakawi. J'ai 15 ans. J'avais 13 ans quand j'ai rejoint l'État islamique. قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى في عقر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام براتينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بقطع الرقاب بجمع الكلاب بقطع الرقاب حسام برا. Il y a une personne qui est venue d'Irak, le cheikh Abou Mohamed Al-Baghdadi. Il aimait les chansons. Il est venu en visite à Raqqa pour nous voir. Il était de Mossoul. On a fait un concours pour élire le meilleur chanteur. Abou Mohamed Al-Baghdadi était là. Dans ma chanson, je lui disais « Oh, Abou Mohamed Al-Baghdadi, tu nous rends visite. » J'ai chanté pour lui et j'ai gagné le concours. Il m'a remis la récompense, un pistolet 9 mm et 2 grenades. C'était un beau cadeau. Le chanteur est là pour remonter le moral des combattants. Quand ils sont au front et qu'ils entendent une chanson, ça leur remonte le moral. Ça leur donne de l'assurance. Ils se sentent importants. Un enfant, ça apprend plus facilement les chansons. Il se concentre un peu et il les retient. Les autres plus âgés, ceux qui ont 20 ans ou plus, ils ne pensent qu'au combat. Ils n'ont pas la tête à chanter. La plupart de ceux qui chantent, ce sont des enfants qui n'ont pas les épaules pour combattre. Et toi, tu voulais te battre ou tu voulais chanter? Non, moi je voulais me battre. Pourquoi? Comme ça, une envie. Quand j'étais petit, j'aimais les combats et le son des balles. Je tirais à la carabine et je trouvais ça amusant. به عز ديني وذل البغاة فيا قوم هبوا لدحر الكمات فإما حياة وإما ممات وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب. Je m'appelle Ahmad, je viens de Raqqa, j'ai 26 ans. J'ai combattu dans les rangs de Jabhat al-Nusra. Puis j'ai été forcé de combattre pour Daesh. J'étais tout le temps en première ligne. Il y avait des enfants de 8-10 ans avec nous. Ils avaient du mal à gérer la pression quand on lançait des offensives. Certains d'entre eux, pas tous évidemment, disaient qu'ils voulaient rentrer chez eux, retrouver leurs parents, en plein milieu des combats. À force de voir ces horreurs, il y en a qui pleuraient et qui disaient « Je veux rentrer chez moi, je ne peux plus rester ici ». Mais la plupart des enfants sont là volontairement. Certains rejoignent le front sans même prévenir leurs parents. On ne forçait personne.
Pour les opérations suicides, il faut prêter allégeance. Il faut être volontaire, ça n'est pas obligatoire. Et ce sont surtout les enfants qui se faisaient avoir. En ce qui concerne les égorgements, la plupart du temps, les enfants demandent à le faire. Ils veulent essayer d'égorger. Les adultes, eux, reçoivent l'ordre de le faire. On peut refuser, mais alors on est sanctionné. Par exemple, on nous donne l'ordre d'égorger quelqu'un. Et on dit « Non, laisse-moi le tuer avec un fusil ». Parce qu'on ne se sent pas capable de tuer au couteau. Alors soit on reçoit des coups de fouet, soit on va en prison, soit on est privé de combat. Mais ça ne va jamais plus loin. Ça, c'est pour les adultes. En ce qui concerne les enfants, je n'en ai jamais vu qui avaient été forcés. Beaucoup d'entre eux étaient même volontaires. On peut les considérer comme des professionnels. Mon cœur s'était endurci envers tout le monde. J'étais surtout dur avec mes parents. Avec ma sœur, avec tout le monde, avec toute ma famille. Je n'avais plus de pitié pour personne. J'évitais de voir mes parents pour ne pas voir ma mère commettre d'erreurs devant moi, pour ne pas leur causer de problèmes. On voyait des gens se faire égorger, on s'en foutait. Le cœur est mort, il est devenu noir comme on dit. On n'avait plus de bonté dans le cœur. Si tu voyais ton père commettre une erreur, tu pouvais l'enlever ou l'emprisonner, même si c'était ton père. Une fois, j'ai emprisonné mon frère. Je ne ressentais pas de peine envers lui. J'étais très conscient de ce que je faisais, de l'emprisonner. C'était normal pour moi. Je le frappe, je l'emprisonne, je le torture, normal. C'était normal. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? C'est dur d'en parler. Je ne l'ai jamais dit à personne. Il y avait un mec, un ami qui a été exécuté par l'État islamique, accusé d'homosexualité.
Quand ils l'ont exécuté, on l'a poussé d'un silo une première fois, mais il n'est pas mort. Et tu sais combien c'est haut un silo? Il a été jeté d'en haut, mais il n'est pas mort. Il a fallu l'achever. Celui qui l'a exécuté, j'avais une soirée chez mes amis. C'était à l'époque où j'étais agent de renseignement. Je marchais dans une rue éclairée. Une voiture s'est arrêtée près de moi. Il a crié, il a descendu sa vitre et m'a appelé. Je me suis approché. Je lui ai dit que j'étais avec mes amis et lui me disait que je sentais la cigarette. Il m'a dit je vais te fouiller. Il a touché mes poches, mais j'ai senti que ses mains me touchaient bizarrement. J'ai senti que son discours était tordu et son comportement douteux. Quand il me fouillait, j'ai senti... je n'étais pas serein. Il m'a demandé de monter à l'arrière de la voiture pour... me violer. À ce moment-là, je n'étais pas armé. Quand j'ai subi ça, j'ai détesté l'État islamique. Le lendemain, je l'ai vu. Il est passé au bureau des agents de renseignement. Il est entré. Moi, je portais ma cagoule. Mais j'ai senti qu'il m'avait reconnu. J'ai fait comme si de rien n'était. Je ne savais pas quoi faire parce que c'était un émir important de l'État islamique. Si je portais plainte contre lui, ils allaient certainement me sanctionner moi, pas lui. C'est ce que je me suis dit. Je me sens plus vieux que mon âge, tellement plus vieux, comme si j'allais mourir demain. اكتب لي النجمة نجمات بكم نجمة تبع تركيا على اساس هيك استنى بس اكتب لي النجم J'ai détesté de plus en plus, à cause des exécutions. C'était difficile, très difficile.
Mon frère s'est enfui avant moi et moi je suis partie avec mon oncle. Quand je suis arrivée en Turquie, j'ai demandé à ma tante, c'est vrai que celui qui se fait exploser, il va au paradis? Elle m'a dit non, qui t'a dit ça? Je lui ai dit, c'est ce qu'on nous a appris, que celui qui se fait exploser, il va au paradis. Ça, c'est la Syrie. La Syrie. J'aimerais que ça redevienne comme avant.